Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, le sujet sera agnostic des diagnostics. Je vous explique tout. On va donc parler de ce qui se passe après l'acceptation de votre offre et notamment des documents qu'il faut analyser avant le compromis, histoire de ne pas finir en prison ou sur la paille. C'est parti, jingle! Avant de démarrer, je voudrais vous présenter mon partenaire financier et sponsor pour cet épisode, à savoir... Non, je rigole, j'en suis pas encore là, j'ai même pas encore 1000 écoutes. Vous y avez cru? C'est moi le seul partenaire financier pour le moment. C'est pour cela qu'il faut vous abonner, partager, parler du podcast à droite à gauche. Vous pouvez même abonner des membres de votre famille ou vos amis en douce. Franchement, je vous en voudrais pas. Vous prenez leur téléphone. Si c'est Face ID, vous leur mettez devant le visage, vous prenez leur pouce pour le déverrouiller et hop, vous les abonnez. Ça leur fera pas de mal. Un peu de culture et un peu d'abonnés, ça m'en fera pas non plus. J'approche bientôt des 1000 écoutes sur SoundCloud et ça va être fou. Et ainsi, j'annonce que pour les 1000 écoutes, j'ai un peu réfléchi au projet et en fait, je vais sortir un livre sur... l'art de la négociation, si on peut appeler ça un art, pour mes auditeurs et pour que justement ça vaille la peine de négocier, je ferai un tout petit prix sur Amazon, je vais le mettre sous forme de e-book je pense, et aussi de livres, voilà, ils peuvent vous relier le livre et je pense que je vais le vendre peut-être 2,99 €. Enfin, l'idée c'est pas de m'enrichir, mais c'est plutôt de partager ma connaissance sur le sujet. Et en plus c'est vrai que quand on écrit un livre, du coup on se renseigne, ça fait du bien aussi pour soi-même. Donc j'ai déjà commencé et il n'y a plus qu'à attendre ces 1000 écoutes. Mais on s'en rapproche rapidement parce que la semaine dernière, ça a été un super record. 50 écoutes sur mon épisode en 24 heures. Donc je ne suis pas encore youtubeur, instagrammeur, influenceur, mais franchement j'étais quand même déjà super content d'avoir 50 écoutes. Trêve de plaisanterie, on attaque dans le dur. Le sujet du jour, à savoir les diagnostics. J'ai fait pas mal de recherches, donc ça a été assez utile en fait pour moi également de vous présenter ce sujet d'émission. Et ainsi, voilà, vous êtes tout content. Donc, vous avez écouté mes podcasts précédents, vous avez fait une offre, elle a été acceptée. Vous voyez déjà rouler en lambeaux, mais grâce au loyer et même au dépôt de garantie, tant pis, on claque tout. Mais avant ça, il va falloir signer un compromis. À la base, je vais faire un épisode sur le compromis, mais en fait, rien que les diagnostics, ça va largement nous occuper. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, l'agent immobilier ou le vendeur, il va vous faire parvenir la blinde de documents, des centaines de pages. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vous conseille vraiment d'y prêter une extrême attention. On a tendance à penser que ce qui importe, c'est juste l'appartement et le prix. Mais ces documents, ils sont hyper importants. Concernant les diagnostics, je vais émettre quelques réserves. Alors la première, c'est par rapport à moi, je ne suis pas du tout expert diagnostiqueur et j'investis à titre personnel, c'est pas du tout... je ne suis pas un professionnel des travaux et encore moins des corps de métier spécifiques. Et la deuxième réserve que je veux vous faire, c'est sur le diagnostiqueur en tant que tel. En fait, vous allez obtenir vraiment beaucoup de documents et ça nécessiterait, la première fois que j'ai vu ça, je pensais que ça nécessitait limite des jours de travail. En fait, le diagnostiqueur, il vient 1, 2, 3 heures, je sais pas, ça dépend aussi de la taille de l'appartement, et il va vous faire pour quelques centaines d'euros ce document. Donc, les anomalies qu'il va relever, je pense qu'on peut s'y fier. Par contre, ne pensez pas que c'est exhaustif. Après, ces diagnostics, ils ont vraiment le mérite d'exister et il faut se pencher dessus. Il y a des pays pour lesquels ça n'existe pas. Nous, voilà, c'est quand même une assurance supplémentaire et ce serait vraiment idiot de ne pas en tenir compte. Et pour ce qui est des diagnostiqueurs, j'ai regardé sur Internet,
on peut devenir diagnostiqueur après une formation de 32 à 62 jours. Donc voilà, c'est pas non plus être ingénieur de la NASA ou chercheur pour créer des vaccins, quand on voit déjà toutes les réserves qu'il y a sur le sujet. Mais on peut quand même s'y fier en grande partie. Je suppose que c'est comme dans tous les métiers, il y en a qui sont bons, d'autres qui le sont moins. Le problème qu'on a avec l'immobilier et les travaux, bien souvent, c'est que en fait, vous faites appel à eux qu'une fois ou très rarement. Et vous pouvez pas vous forger un avis. Et souvent, vos proches, ils en sauront pas beaucoup plus. Et pour les diagnostiqueurs, en fait, on saura s'ils sont bons ou pas qu'à très long terme, le jour où il y aura ou non un problème. Petite parenthèse avant d'attaquer vraiment dans le dur. Si tout est prêt, vous allez pouvoir signer un compromis très rapidement. Et donc l'analyse des diagnostics, il va falloir la faire également dans une période, un laps de temps assez court. En ce moment, en fait, je suis en train d'acheter deux appartements. Enfin, je suis sur 2 projets d'achat. Le premier, l'appartement, il était géré par une agence. On a passé le compromis, on l'a fait via l'agence. Ça a été fait super rapidement. On va bientôt signer chez le notaire, je pense. Le second, il y avait... en fait, on était les premiers à visiter. L'appartement était vraiment bien. On a tout de suite fait une offre au prix parce qu'il y avait du monde sur le coup. Mais du coup, les diagnostics, ils n'étaient pas encore faits. Et là, on n'a même pas encore signé le compromis. Donc, pour des visites que j'ai fait à quelques jours d'écart, il va y avoir sûrement 2 mois entre la date de remise des clés pour chacun des biens. Bon, c'est pas plus mal, comme ça permet de les gérer l'un après l'autre. Mais voilà, les temps d'analyse, ils peuvent être très différents en fonction de la situation. En sachant que si vous signez un compromis chez le notaire, généralement ça prend plus de temps que si vous le signez directement avec l'agence. On rentre dans le vif du sujet. Je vous rappelle, je ne suis pas électricien, je ne suis pas désamianteur, dératiseur ou que sais-je. Ce sera juste mon avis et mon analyse de ces diagnostics. Même si je suis très brillant, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Premier diagnostic, le plomb. Le plomb, les diagnostics qui s'appliquent pour les immeubles d'avant 1949. Alors nous, on n'est plus forcément la génération du saturnisme, mais c'est une maladie vraiment, vraiment pas cool. J'ai fait un peu des recherches sur le sujet. Donc en fait, en France, on conseille d'avoir maximum 50 microgrammes de plomb par litre de sang. Et pour chaque 10 microns de plus chez l'enfant, ça entraîne une baisse de QI de 0,5 points. Donc si votre voisin ou votre collègue, c'est un gros con, c'est peut-être parce qu'il a été exposé trop fortement au plomb et que son propriétaire, il avait fait mal le diagnostic du plomb. Donc soyez cool avec lui, c'est pas forcément sa faute. Mais par contre, c'est pas certain que ce soit ça. Le plomb, il était dans les peintures principalement, et on arrive assez facilement à le reconnaître. C'est donc forcément les immeubles d'avant 1949. Et c'est une peinture qui est brillante et qui est au-dessus dans les cadres de portes et sur les portes. Donc quand il y a du plomb, que faire Jean-Michel, vous allez me dire. Alors si c'est en bon état, de ma compréhension, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut le couvrir avec une autre peinture, mais c'est souvent la seule solution. Quand c'est en bon état, il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Par contre, si c'est en mauvais état, il faudra supprimer totalement le plomb. Dans tous les cas, tout ce qui concerne le plomb, il ne faut pas vous en occuper vous-même, c'est hyper, hyper dangereux. Il y a des études récentes qui affirment, franchement, c'est des études sur plusieurs dizaines d'années qui ont été faites aux États-Unis sur un grand nombre, une assez grosse population. Et ils pensent qu'un décès sur 6 aux États-Unis, il serait lié au plomb. Un décès sur 6, donc je pense que c'est plus que n'importe quelle maladie ou n'importe quel cancer précis, que les chiffres... Voilà, on les conteste ou pas, un décès sur 6, même si c'est 10 fois moins, vous voyez bien la dangerosité du plomb. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec ça. Personnellement, si je trouve une super bonne affaire et que je vois qu'il y a du plomb en mauvais état et qu'il y en a un peu partout et que ça va être compliqué à enlever, moi j'achèterai pas parce que je vais pas mettre la vie des autres gens en danger, ni la mienne, et encore moins se galérer avec du plomb, enfin... Franchement, ça en vaut pas la peine. C'est peut-être plus facile de trouver une autre bonne affaire. Deuxième diagnostic, c'est le diagnostic électrique.
Celui-là, il a très souvent des anomalies et je dirais que c'est un peu moins grave que celle du plomb parce que la plupart, elles peuvent être réglées assez facilement et pour un budget qui est assez raisonnable. En fait, pourquoi est-ce qu'on a des anomalies? Souvent, quand on cherche des biens rentables, c'est des biens qui sont un peu vieux, qui n'ont pas été refaits depuis longtemps, et les normes d'électricité, elles ont changé. L'anomalie la plus courante qu'on a tendance à voir, c'est l'absence de différentiel 30 mA. Alors, si vous voulez un peu vous la péter devant l'agent immobilier, pendant que vous écoutez ce podcast, vous tapez sur, même si vous y connaissez rien, vous tapez sur Internet différentiel 30 mA. Et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et quand vous faites vos visites, vous regardez le tableau électrique et vous dites « Ah, mais il n'y a même pas de différentiel 30 mA, ça va nécessiter des travaux. » C'est un petit point pour pouvoir négocier. Donc ce différentiel, il est obligatoire depuis 2002. Si l'appartement n'a pas été refait depuis 2002, bah, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y aura pas ce différentiel. Alors si je dis pas de bêtises, même si je ne suis pas électricien, le différentiel 30 mA, il sert en gros à vous sauver la vie et à celle de vos locataires. En fait, à partir de 30 mA encaissés par le corps humain, ça devient dangereux entre 30 et 50. Et donc lui, il va vérifier en fait qu'en cas de... En gros, s'il y a une fuite sur le réseau de 30 mA ou plus, la fuite, elle viendra d'où? Eh ben de vous qui est en train de prendre du courant et de ne pas le remettre dans le circuit. Dès lors qu'il va manquer 30 mA, le courant il va se couper. Vous allez prendre une petite châtaigne, mais c'est pas ça qui va vous tuer. Pour les fans de Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, à mon avis les casseurs flotteurs, eux ils n'ont pas bénéficié de la joie d'avoir ce différentiel 30 mA. Pourquoi? Parce que le film il date d'avant 2002 bien sûr. Une autre anomalie assez courante, c'est l'absence de prise de terre. Donc la prise de terre, c'est en fait, elle vous protège des fuites qu'il pourrait y avoir sur le courant sur un appareil, notamment les appareils qui ont une coque en métal. Si par exemple une souris, elle a mangé un câble ou quoi, et ben en fait, la fuite qu'il va y avoir, elle va passer dans la terre. Et ainsi, couplé au différentiel 30 mA, s'il y a une partie du courant qui passe dans la terre, et le différentiel 30 mA, il va bien voir qu'il manque du courant et il va couper. Donc si vous n'avez pas de prise de terre et qu'il y a une fuite de courant, si vous touchez, vous allez prendre une bonne châtaigne, mais le différentiel, il va vous sauver. Entre guillemets, le différentiel 30 mA, il est plus essentiel que la prise de terre, mais ce qu'il faut, c'est avoir les deux. De toute façon, vous n'avez pas envie de louer un appartement avec avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête et vous dire est-ce que mon locataire il va pas s'électrocuter. Une autre anomalie qui apparaît assez souvent, mais celle-là elle est beaucoup plus mineure, à mon sens, c'est l'absence d'interrupteur de coupure généralisé. Donc là c'est en fait un gros bouton, quand vous appuyez dessus, ça coupe tout le courant. Ou alors parfois il peut être situé à plus de 1,80 m. Ça c'est pareil, ça peut être très vite réglé. On peut rajouter cet interrupteur sur le tableau. Et enfin, le dernier point qui est assez courant sur le diagnostic électrique, ça concerne les pièces d'eau. Les pièces d'eau, elles sont découpées en zones. Donc il y en a 3 plus une bonus. Zone 1, 2, 3. Donc la zone 1, c'est celle qui est directement au-dessus de votre baignoire ou de votre douche. Il ne doit jamais y avoir de prise. La zone bonus, c'est la zone 0. Alors elle, c'est carrément dans votre baignoire ou dans votre douche. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Il ne faut pas de prise. La zone 2, c'est ce qui est à moins de 60 cm de votre douche ou de votre baignoire. Là, on peut installer une prise, ce qu'on appelle en fait une prise rasoir, qui est une prise sécurisée pour les salles de bain. Et ensuite, ce qui est à plus de 60 cm, là, vous pouvez mettre des prises classiques. Si vous avez des anomalies dans les zones 0 ou 1, donc à savoir une prise dans votre baignoire, dans votre douche ou au-dessus, là, il faut simplement il faut la supprimer. Vous n'allez pas laisser quelque chose d'aussi dangereux. Troisième diagnostic, le diagnostic du gaz. Celui-là, on ne va pas faire les malins. Il y a plus de 300 décès en France qui sont dus au monoxyde de carbone chaque année. Et ce serait vraiment fâcheux que ça arrive dans un de vos logements. Voilà, faut nettoyer. C'est pas cool, les locataires ne vont plus payer le loyer. Donc, on évite toutes les anomalies du gaz. Les anomalies que vous pouvez trouver sur ce diagnostic, elles ont différents types de gravité. Je pense qu'il y en a 3.
Mais quoi qu'il arrive, je vous conseille de les régler. Par exemple, il y a une anomalie mineure, ce serait l'absence de robinet de gaz qui permet de couper en amont l'arrivée du gaz. Je pense que c'est quand même utile de mettre un robinet pour justement couper le gaz. Donc franchement, ne faites pas les idiots avec les diagnostics de gaz, réglez tous les problèmes. Faites toujours attention quand vous avez des chaudières ou des gazinières à régler tout ce qui concerne le gaz. Et je pense que après on n'a pas forcément le choix, mais quand on a tout à l'électrique, on est quand même un peu plus tranquille et serein. Quatrième diagnostic, c'est le diagnostic de l'amiante. Personnellement, j'ai jamais eu de diagnostic positif dans un appartement. Je suppose que ça peut arriver. Il y en a parfois dans les communs. Donc là, ça peut être au-dessus des garages ou des ateliers ou des plaquettes qui sont des tablettes qui sont sous les fenêtres. Vous pouvez aussi en avoir dans les faux plafonds, dans les calorifugages qui correspondent à l'isolation des tuyaux d'eau chaude ou de chauffage notamment. On peut en avoir sur des dalles ou du toit. Là, le diagnostiqueur, il va vous faire en fait un état des lieux de justement des parties en amiante. J'ai pas trop d'expérience là-dessus parce que moi, dans les appartements, il y en a jamais. Je pense que ça a été supprimé en priorité. L'amiante, ça cause des maladies des poumons qui sont vraiment, vraiment pas cool. C'était utilisé comme isolant. Pareil, le diagnostiqueur, il va faire un état des lieux, donc justement de l'état des parties en amiante. Si c'est en mauvais état, il faudra changer. Pour ma part, je sais vraiment pas ce que je ferais dans le cas où je trouvais un super appartement avec beaucoup d'amiante, parce qu'il y a des problèmes qui sont faciles à régler, mais c'est pas le cas de tous. Ça peut être assez diffus, notamment ça peut être sur les murs ou les bardages. Je vous rappelle, votre principale préoccupation quand vous êtes investisseur immobilier, c'est pas la rentabilité, c'est pas le cash flow, c'est que vos locataires y restent en vie. Donc à mon avis, s'il y a trop d'amiante dans un appartement, moi je passerai mon tour, tant pis. Comme pour le plomb, s'il y a des travaux à faire, ne les faites pas vous-même. En plus, vous pourrez même pas les déduire des impôts si c'est vous qui les faites. Aucun intérêt. Les deux diagnostics suivants, ils vont nous intéresser très fortement. Alors eux, ils présentent beaucoup moins de risques. Le premier, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Celui-là, il est un peu au centre de l'attention en ce moment, notamment l'attention politique. Donc il va vous décrire la performance énergétique de votre logement. Oui, les écolos, c'est le diesel, la voiture électrique. Chacun a son avis. Eux, ils en ont un, c'est sur votre DPE. Tout le monde a pour objectif, en tout cas tous les politiciens, d'isoler mieux les logements. C'est vrai qu'ils sont responsables d'une très grosse partie des émissions de CO2 en France. Le problème, c'est qu'on manque vraiment de main-d'œuvre qualifiée par rapport à ça. Et j'avais écouté une émission l'autre fois sur quelqu'un qui était très impliqué qui faisait un peu, pas vraiment du lobbying, mais qui était en charge justement de la rénovation énergétique en France. Il expliquait qu'on en était à moins de 10% des logements chaque année qui étaient isolés par rapport à ce qui était prévu. Pour que le parc il tienne les objectifs, il faudrait qu'il y ait 500 000 logements qui soient rénovés énergétiquement chaque année, et il y en a 30 000. On voit qu'on n'y est pas du tout. On n'arrive pas à trouver un artisan pour faire un placard ou réparer un mur, ou même si on le paye un prix de malade. Donc je vois vraiment pas comment on va pouvoir multiplier par 15 ces chantiers. Aucun pays n'arrive à le respecter. La France fait pas figure d'exception. Mais il y a des gens qui voient aussi des aubaines des professionnels par rapport aux subventions qui sont allouées. Ils peuvent faire leur beurre là-dessus. Un des principaux problèmes, c'est qu'en fait, on va jamais... c'est pas que le fait de changer vos fenêtres ou votre chaudière qui va améliorer la performance énergétique de votre logement. Ce sera vraiment... Il faudrait refaire tout le bâtiment. Donc, en fonction de vos copropriétaires... ça va être un bordel. Et en fait, quand vous lisez le DPE, il vous propose un peu des solutions pour améliorer énergétiquement votre bâtiment, mais il n'y a rien qui est vraiment rentable. Bref, ça c'est mon point de vue. Ça va être très compliqué d'améliorer énergétiquement les logements, mais en tout cas, c'est très important. Alors avant, c'était fait n'importe comment les DPE, notamment sur base des factures.
Moi, ça m'arrive très fréquemment quand je fais des bonnes affaires d'acheter des appartements qui sont vides depuis longtemps. Si des gens ils ont été mutés, s'il y a eu des décès, s'il y a eu des... voilà, souvent, vous faites les meilleures affaires quand les gens ils sont plus intéressés par le bien qu'ils possèdent. Les DPE faits sur base des factures, et ben, parfois, il n'y a pas de consommation l'année précédente. Donc, vous avez un DPE vierge et vous savez pas quoi en faire. Pour le reste, les DPE, ça va de la lettre A jusqu'à la lettre I. Dans l'idéal, il faut que vous achetiez au maximum la lettre la plus élevée que vous pouvez acheter, c'est la lettre D. Mais c'est pas toujours facile à faire. Il y a je crois que c'est plus de 30% des logements qui ont des DPE qui sont supérieurs à D. Après, la loi elle va changer. Au 1er juillet, les DPE ils vont être faits différemment. On ne pourra plus utiliser les factures. Par contre, de ce que j'ai compris, il va y avoir des changements. En fait, il va y avoir des améliorations de lettres. En ce moment, l'électrique, il est privilégié par rapport au gaz. On fait genre que c'est... je sais pas d'ailleurs pourquoi... Enfin, voilà, le gaz, il vient de Russie, comme par hasard. On va privilégier l'électricité. Je pense que géopolitiquement, c'est pas forcément idiot. Mais faut pas se foutre de la gueule du monde en parlant de, je sais pas, de performance énergétique. Enfin, il y a quelques années, c'était priorité au gaz. Maintenant, c'est priorité à l'électricité. En même temps, on ferme les centrales. J'ai pas de réponse, j'ai pas d'avis, mais c'est compliqué. Je pense que d'après mes lectures, l'électricité donc, va être favorisée et ainsi les DPE vont être améliorés. Et peut-être que la solution pour améliorer tout simplement votre DPE, ça va être de passer, même si vous avez un logement qui n'est pas au radiateur électrique, et ben juste mettre des radiateurs électriques et tout le monde sera content. Évitez... mon principal conseil, ça va être d'éviter absolument tout ce qui est chauffé au fioul. Ça va être bientôt interdit, j'ai pas vérifié, mais c'est vraiment assez prochainement. Pour les autres logements, il y a une loi qui a été votée, je crois que c'est le mois dernier. Les logements qui sont classés F et G, à partir de l'an prochain, vous ne pourrez plus augmenter le loyer entre deux locataires. Si j'ai bien lu, la loi a été votée à l'unanimité. F et G, plus augmenter les loyers à partir de l'an prochain, à partir de 2025. Il y a des logements qui seront plus considérés comme décents. Donc je crois que 2025, ça va être les G, 2028, ça va être les F, et 2034, ça va être les E. Il peut se passer pas mal de choses entre-temps, mais sachez que si vous avez au moins les F, G et HI, j'en parle même pas, vous risquez d'avoir des problèmes pour les louer dans les prochaines années. DPE, on fait donc très attention quand on achète et c'est un bon point de négociation. Si vous voyez que le DPE il est pourri, vous pouvez dire moi je vais pas pouvoir louer dans les prochaines années à cause de la note du DPE, j'ai besoin de 10 000 euros de rabais. Le deuxième diagnostic dont je voulais vous parler donc dans la série des diagnostics non vitaux, c'est le diagnostic loi Carré. Je sais pas si je prononce bien, personne, je pense, n'a jamais su. Bon, en tout cas, ça porte bien son nom, la loi Carré. Carré, c'est pour les mètres carrés. Ça s'applique principalement et presque exclusivement aux appartements et pas aux maisons. Donc, l'appartement, il est mesuré. Toutes les parties qui sont supérieures à 1,80 m, elles vont être donc mesurées. Et ça, il faut bien que vous compariez les mètres carrés de ces mètres carrés avec ce qui a été donné dans l'annonce. Surtout si c'est un particulier, les agences, elles vont pas en général, elles vont pas oser mettre la surface au sol. Mais si vous vous achetez via une annonce d'un particulier, faites très attention, recalculez votre prix au mètre carré avec les mètres carrés indiqués dans le diagnostic loi Carré. Pour information, les caves, garages, parking, terrasses, balcons, je répète, caves, garages, parking, terrasses et balcons ne sont pas inclus. En revanche, les combles aménagés, les vérandas, les combles non aménagés ou les remises le sont dès lors qu'ils ont une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m. Ensuite, il y a 5 diagnostics sur lesquels je vais passer assez rapidement. Le premier, c'est l'état des risques. En fait, ce diagnostic nous indique l'état des risques qui courent autour et avec l'immeuble, mais c'est souvent les risques qui sont propres à la commune. Donc, à partir du moment où vous avez fait le choix d'investir dans cette commune,
ou dans ce quartier, et ben les risques, les risques de la commune vont être communs. On peut les regarder, mais c'est bien d'en prendre connaissance. Mais de toute façon, vous pouvez pas vraiment les éviter. C'est les inondations, sécheresses, tremblements de terre. Il y a aussi les risques technologiques, chimiques et pétroliers. Vous pouvez en prendre connaissance, mais là, si vous connaissez un peu votre commune, que vous avez fait vos travaux, vous savez de quoi il en ressort. Il y a aussi le radon, notamment dans les Vosges. À plusieurs centaines de kilomètres, à mon avis, autour des Vosges, il y a des risques de radon. C'est comme ça, on peut rien y faire, on ne va pas déplacer la montagne. Diagnostic suivant, c'est le diagnostic dans le cas où la maison n'est pas reliée au tout à l'égout. Alors là, je vous avoue, j'y connais rien du tout, mais dans la plupart des cas, j'achèterai pas un bien pour le louer si le bien n'est pas relié à tout à l'égout. Ça, c'est un truc à vous retrouver le dimanche avec des bottes et une pelle à vider les excréments de vos locataires. Donc, non merci, passez là-dessus. Et enfin, il y en a deux diagnostics qui s'appliquent que à des régions spécifiques. C'est celui des termites et de la mérule. Alors là, je voudrais porter particulièrement que vous portiez votre attention sur les régions en fait qui sont pas concernées sur la carte, parce que justement, donc les termites, c'est en gros tout le méga sud-ouest de la France, on va dire, qui irait de la Bretagne jusqu'aux Alpes-Maritimes, et c'est vraiment dans le sud-ouest à proprement parler qu'il y a le plus de risques de termites. Moi, c'est pas du tout ma région, je sais pas si vous avez entendu mon accent, mais donc j'y connais pas grand-chose aux termites, mais il faut quand même faire un peu attention si vous avez du bois, peu importe la région où vous habitez. Autant les politiques ils sont rapides et réactifs par rapport au DPE, autant pour les termites, et surtout le deuxième point, c'est la mérule. Alors là, c'est plutôt le nord-ouest de la France, mais il y a quasiment la moitié des départements qui sont concernés. La mérule, c'est un champignon et c'est surnommé le cancer des bâtiments. Et pour le coup, j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui avaient investi dans des régions qui ne sont pas considérées. Donc, en fait, ces diagnostics, ils vont être effectués que si vous êtes dans le département ou certaines zones du département qui ont été décrétées comme touchées par le préfet. Mais la mérule, vous pouvez en avoir visiblement partout en France, alors qu'il n'y a que la moitié des départements qui sont concernés par ce diagnostic. Donc, regardez sur Internet des photos de ce à quoi ressemble la mérule, ça vous coupe vraiment l'appétit. C'est vraiment, vraiment une misère pour s'en débarrasser. Si vous voyez qu'il y a de la mérule, donc que ce soit sur le diagnostic ou pendant vos visites, obtenez d'un démérulisateur, enfin d'une personne professionnelle qui se charge de ça, un devis. N'y allez pas les yeux fermés. J'ai lu en me renseignant sur la mérule que les bateaux de guerre à l'époque napoléonienne, les bateaux de guerre anglais, ils ont plus coulé à cause de la mérule qu'à cause des bateaux de Napoléon. Donc la mérule, allez voir sur Internet à quoi ça ressemble, et quand vous visitez les endroits humides, non aérés, portez-y une attention particulière, surtout si vous n'êtes pas dans un département qui est concerné par les diagnostics de mérule. On a donc fait le tour de cette petite dizaine de diagnostics. Je vous rappelle l'importance de ces derniers. Essayez de garder vos locataires en vie, ils payeront pendant plus longtemps, ça vous fera moins de problèmes. Donc gaz, amiante, plomb, faites hyper attention, électricité, réglez tous les problèmes. La loi Carrez, recalculez, vérifiez que les mètres carrés, c'est les bons, et recalculez votre prix au mètre carré. Le DPE, si c'est du EFG, vous savez que vous risquez d'avoir des problèmes pour louer, donc essayez de rester dans le D, même si c'est pas facile. Le E, je dirais que ça va, c'est 2034 l'interdiction de louer. Par contre, F et G, 2025, ça c'est quasiment demain. Et 2028, là, il faut aussi faire attention. Dernier document, ou plutôt les derniers documents qu'il faut analyser
avant de signer le compromis, c'est tout ce qui concerne la copropriété. Le premier document, c'est le règlement interne de la copropriété. C'est souvent un document hyper long, souvent super vieux, il a été établi au moment de la construction. Il y a 2 points à regarder avec attention, et souvent en plus c'est pas des PDF comme on dit OCR ou avec la reconnaissance de texte, donc il faut vraiment les lire. 2 clauses où il faut faire super attention, c'est concernant la colocation. Très souvent, y compris dans des immeubles assez anciens, c'est interdit de louer des chambres en meublé. Si c'est votre but de faire de la colocation, vérifiez bien ça. Le deuxième, c'est si vous voulez faire de la location courte durée, il y a une clause qui s'appelle la clause d'occupation bourgeoise qui pourrait vous interdire de faire cette location courte durée. Il y a une exception, s'il y a cette clause, mais qu'ailleurs les professions libérales sont autorisées, normalement vous pouvez faire de la location courte durée du type Airbnb dans ces immeubles. Mais ça, c'est les 2 clauses à vérifier dans le règlement de copropriété. Le règlement de copropriété, il est hyper difficile à changer, donc s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il y a des clauses qui doivent être prises à l'unanimité, notamment tout ce qui concerne les droits dans les parties privatives. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, dites-vous que vous n'allez pas réussir à les changer. Au pire, passez votre chemin, mais c'est aussi important de le lire, c'est super chiant. En plus, il y a souvent la répartition des millièmes et tout, c'est imbuvable, mais bon, voilà, on n'achète pas une baguette de pain, on lit. Autre document, les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Pareil, là, ceux-là, ils sont beaucoup plus courts, il faut tous les lire. J'ai déjà vu dans des PV d'Assemblée Générale, ils parlaient du fait qu'il y ait des clochards et des prostituées qui rentraient dans l'immeuble. Si vous voyez ça, courez, n'achetez pas. Ou alors, sauf si vous voulez mettre vous-même la porte blindée, j'en sais rien. Mais lisez les règlements de copro. On arrive aussi souvent à voir un peu l'implication justement des copropriétaires dans ces procès d'Assemblée Générale. Si vous voyez, vous pouvez voir le nombre de votants, vous pouvez voir les travaux qui ont été, dont le syndic a parlé, qui ont été refusés. Il y a également souvent les dettes d'assemblée, les dettes de copropriétaires qui ne paieraient pas leurs charges. Si c'est un petit immeuble, que vous voyez qu'il y a beaucoup de dettes, ça peut aussi être problématique. Donc les procès-verbaux d'Assemblée Générale, en général vous avez les 3 derniers, il faut les lire. Et enfin, encore plus court, c'est... alors souvent ça s'appelle un pré-état daté ou c'est les derniers décomptes de charges. Là c'est les charges qui ont été payées par le vendeur au cours au moins de la dernière année, des 2 dernières années. En fait, pour le compromis final en tant que tel, vous allez avoir un... Maintenant j'ai un doute, je sais plus si c'est pour le compromis ou c'est plutôt à l'acte. Je crois que vous allez avoir le vrai état daté de... Oui, c'est en fait au moment de la signature, vous allez avoir l'état daté de la copropriété pour le vendeur. Mais au moment de la signature du compromis, vous pouvez avoir un pré-état daté. Une fois, on a eu des surprises. Donc, vous voyez tous les documents dont je viens de vous parler aujourd'hui, ça fait plusieurs centaines de pages. Et une fois, j'étais en train de signer un compromis. Et là, je vois, c'était peut-être la 100e page. Le vendeur, qui était une agence immobilière, qui était soi-disant investisseur, qui comprenait, qui nous avait annoncé un loyer pour l'appartement, il nous avait indiqué qu'il y avait 150 € de charge. Et en fait, je me rends compte qu'il y a 300 € de charge. C'était un appartement qu'on allait peut-être louer 600 €, charge comprise. 600, 650. Vous passez de 150 à 300 € de charge, ça vous change tout. Voilà, vous divisez, vous avez 50% c'est 50% entre d'écart quasiment. Et heureusement que je l'ai vu et qu'on a pu sortir, du coup on n'a même pas signé le compromis. Mais l'agent immobilier, quand on lui a fait la remarque, ah oui, et quoi? Non, c'est pas grave. Ou alors ils vont toujours vous dire, il y a des travaux qui ont été faits, ça va baisser les charges dans le futur. Ne croyez que les chiffres. Et donc voilà, le pré-état daté ou les derniers appels de charge, ça vous pouvez regarder, vous assurer. Pareil, c'est comme pour le diagnostic loi Carrez, vous pouvez vous assurer que le montant, c'est bien celui qu'on vous a indiqué et sur base de laquelle vous avez fait votre offre. Enfin, il y a le carnet d'entretien de l'immeuble. Ça, vous pouvez jeter un œil. Vous verrez, par exemple, s'il y a les travaux qui ont été faits pour l'ascenseur. Bon, en général, il n'y a rien de particulier là-dessus.
Voilà, c'était assez dense. Il y a pas mal d'infos dans ce podcast, donc vous comprenez pourquoi je suis pas allé jusqu'aux subtilités du compromis. J'espère que ça vous a apporté des nouvelles informations. Moi, j'ai fait des recherches, notamment sur l'électricité, je savais pas tout. Ça m'a également enrichi de connaître toutes ces infos. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Instagram, bye bye patron. J'ai même maintenant une page TikTok. Si vous êtes adolescent ou que vous avez des enfants adolescents ou pré-ados, vous connaissez TikTok. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Vous pouvez me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, des commentaires sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.